Le voyage d'affaires à Lyon devait durer 5 jours. J'ai fait ma valise le dimanche soir, pendant que Céline regardait quelque chose à la télévision dans le salon. Elle n'a même pas levé les yeux de l'écran lorsque je suis passé pour lui dire au revoir. Elle a simplement levé la main dans un geste paresseux, sans tourner la tête. À ce moment-là, je n'y ai pas prêté attention. Les gens sont fatigués, et les mariages traversent des périodes de silence. C'est normal, me disais-je. 7 ans de vie commune, ce n'est pas le début d'une relation, où chaque séparation est vécue comme une petite tragédie. Je l'ai embrassée sur la tempe, elle a souri faiblement, et je suis parti. Le train a quitté la gare de Lyon à 23h45. Je regardais par la fenêtre noire, derrière laquelle défilaient les lumières de Paris endormies, et je pensais aux négociations avec Rousseau. Je pensais aux chiffres, aux pourcentages, et aux clauses du contrat qui nous préoccupaient. Je pensais au travail, uniquement au travail. C'est exactement ainsi que vit un homme, lorsqu'il fait confiance à sa femme. Il ne perd pas son temps en soupçons, car il n'a tout simplement pas d'espace dans sa tête pour cela. Les partenaires de Rousseau ont refusé l'accord dès le 2e jour. Il n'y a pas eu de scandale, ni de rupture bruyante. Juste une phrase froide et polie, transmise par un assistant, « Les conditions ne nous conviennent pas, nous vous recontacterons plus tard ». Dans le monde des affaires, le mot « plus tard » signifie le plus souvent « jamais », et je le savais très bien. J'étais assis dans ma chambre d'hôtel à Lyon, je regardais le ciel gris au-dessus du Rhône, et je comprenais que je n'avais plus rien à faire ici. J'aurais pu rester, me promener dans la ville, visiter le musée des Beaux-Arts, et jouer aux touristes dans mon propre pays. Mais je ne sais pas me reposer en solitaire, je n'en ai jamais été capable. J'ai acheté un billet pour le prochain train, et j'ai écrit un court message à Damien, l'affaire a échoué. Je rentre plus tôt. Je n'ai rien écrit à Céline, car je voulais lui faire une surprise. C'était un désir enfantin pour un homme de 40 ans, mais c'est l'idée qui m'est venue en premier, et j'ai décidé de lui faire confiance. À la gare, près d'un petit stand de fleurs à la peinture bleue écaillée, je me suis arrêté pour acheter des roses blanches. C'est au total, une pour chaque année passée ensemble. La vendeuse les a enveloppées dans un film transparent, et m'a souri, « Votre femme sera ravie ». J'ai hoché la tête, en pensant qu'elle avait raison. Je n'étais pas pressé. Je traversais Paris le soir en taxi, regardant cette ville qui semble toujours un peu étrangère, après quelques jours d'absence. C'était comme si elle vivait sa propre vie, sans t'attendre. Les lumières, les embouteillages, l'odeur des gaz d'échappement, et, quelque part à travers tout cela, le parfum d'une pluie printanière. Je tenais les roses sur mes genoux, et je me disais que j'allais proposer à Céline d'aller dans ce restaurant italien du Marais, dont elle avait parlé 2 fois au cours du dernier mois. Des pâtes, du vin, des bougies, une conversation tranquille sur des choses sans importance. Parfois, c'est exactement ce dont un mariage a besoin. Rien d'important, juste la présence de l'autre. Le taxi s'est arrêté devant notre immeuble à 21h40. J'ai payé, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 6e étage, et j'ai sorti mes clés. La porte s'est ouverte en douceur et sans le moindre bruit. J'ai toujours graissé les gonds, car je n'aime pas les portes qui grincent. Et c'est à ce moment-là que tout s'est arrêté. L'entrée semblait tout à fait normale. Mon paillasson, mon miroir, mon porte-manteau avec le manteau de Céline. Mais, à côté de ces bottes, il y avait des chaussures d'homme. Noires, en cuir, et visiblement très chères. Pointure 44, alors que je fais du 42. Je les ai fixées pendant quelques secondes, et ma tête refusait de formuler les explications les plus évidentes. Le cerveau est un organe miséricordieux. Il gagne du temps jusqu'à la dernière minute, et propose des théories, peut-être qu'un voisin est passé? Peut-être qu'un réparateur est venu arranger quelque chose? Ou bien son frère? Pourtant, Céline n'a pas de frère. Je le savais, mais mon cerveau cherchait quand même une échappatoire. Ensuite, j'ai entendu des bruits venant de la chambre. Je ne vais pas les décrire en détail. Tout homme sait de quel bruit il s'agit, lorsqu'il les entend derrière la porte de sa propre chambre, dans son propre appartement, avec un bouquet de roses blanches dans les mains pour sa propre femme. J'ai posé les fleurs sur la petite table de l'entrée. Doucement, sans me presser, comme si c'était une soirée ordinaire. Puis, j'ai fait les 3 pas qui me séparaient de la chambre, et j'ai ouvert la porte. Céline et Damien Laurent. Mon partenaire commercial depuis 4 ans.
L'homme qui se tenait à mes côtés lors de mon mariage, celui dont j'ai aidé la fille à entrer dans une école privée. Celui qui, 2 semaines plus tôt, me regardait par-dessus la table d'un restaurant en disant « Alexandre, tu es la seule personne en qui j'ai une confiance absolue. » Céline a poussé un cri, et Damien s'est levé brusquement. Le drap, le chaos, les mots. Quelques mots ont volé dans ma direction. Je ne les ai pas entendus, car, à cette seconde précise, quelque chose d'étrange et d'effrayant s'est produit en moi. Un silence total, absolu, un silence de verre. Pas de douleur, pas de rage, seulement du silence. Comme si quelqu'un avait coupé le son dans une immense salle de bal, où la musique résonnait à plein volume l'instant d'avant. Je les ai regardés tous les deux, calmement, très attentivement. Comme on regarde un document que l'on doit mémoriser mot pour mot. Puis je me suis retourné, j'ai pris mes clés sur la petite table, et je suis sorti de l'appartement. J'ai fermé la porte doucement, sans la claquer, sans forcer. Avec la précision minutieuse d'un homme qui a déjà pris une décision si monumentale, que toute manifestation physique ne ferait que la diminuer. Les roses blanches sont restées dans l'entrée. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mon appartement de fonction, près de la Bastille, m'a accueilli avec l'odeur d'un savon étranger, et l'indifférence typique des logements de location. Des murs sans personnalité, des meubles standards, et une fenêtre donnant sur une cour grise. J'étais assis au bord du lit, en manteau, sans me déshabiller, le regard fixé sur le sol. Je n'ai pas pleuré, je n'ai appelé personne. Je suis simplement resté assis, laissant le silence en moi demeurer du silence, sans le remplir par les mots ou les émotions qu'il réclamait. Vers 3 heures du matin, je me suis levé, je me suis lavé le visage à l'eau froide, et je me suis regardé dans le miroir. Un visage inconnu, ou peut-être trop familier, impossible à dire. J'ai parlé à mon reflet à voix haute, doucement et sans aucune théâtralité, bien. Juste ce mot. Un seul mot, qui signifiait tout à la fois, j'ai compris, j'ai accepté, et je ne suis pas brisé. Et maintenant, une autre partie de l'histoire commençait. Je me suis allongé, et j'ai fermé les yeux. Étonnamment, je me suis endormi presque aussitôt. Pendant 11 jours, je n'ai donné aucune nouvelle à Céline. Pas un appel, pas un message, pas le moindre signe pour lui prouver que j'étais en vie, ou que je pensais à ce qui s'était passé. Le vide retentissant de mon silence dirait de lui-même, ce que les mots ne feraient que gâcher. Mon père, un homme de peu de mots, a grandi dans une famille où savoir attendre était considéré comme plus important que savoir parler. Il m'avait dit un jour, Alexandre, celui qui rompt le silence en premier lors d'une négociation, est celui qui perd. J'avais retenu cette leçon à 12 ans. Aujourd'hui, à 40 ans, je comprenais enfin toute la profondeur de ces mots. Céline a appelé le 2e jour, puis le 3e. Le 4e jour, elle a commencé à m'écrire. D'abord de courts messages, puis de longs textes, et enfin d'immenses pavés, que je lisais attentivement, sans jamais y répondre. Ces mots traversaient différentes phases, avec une prévisibilité surprenante. D'abord la confusion, puis les explications, les justifications, les supplications, ensuite une tentative de colère, et de nouveau les supplications. Damien, lui, n'a rien écrit du tout. Cela aussi, c'était une information. La lâcheté est bien plus éloquente que n'importe quel discours. Le 12e jour, j'ai appelé Vincent Leroy. Son nom m'avait été donné 3 ans auparavant, par une connaissance dans le secteur bancaire. Il me l'avait glissé en passant, comme on donne le nom de personnes qu'il vaut mieux connaître, mais qu'il vaut mieux ne pas déranger sans nécessité. Il travaille discrètement, m'avait-il dit à l'époque. Il n'accepte pas n'importe quel dossier, mais s'il s'engage, il ne laisse rien passer. Leroy m'a reçu dans son petit bureau, près de la place de la République. Pas de salle d'attente pompeuse, pas de marbre. Seulement des étagères remplies de dossiers, une fenêtre étroite, et un bureau, derrière lequel était assis un homme de petite taille, d'une 50aine d'années, avec des yeux habitués à remarquer le moindre détail. Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre, a pris de brèves notes au crayon dans son carnet, et n'a pas changé d'expression une seule fois. Quand j'ai eu terminé, il est resté silencieux une seconde, puis il a dit « Donnez-moi 3 semaines. » 3 semaines. Pendant ce temps, je suis devenu un mari différent. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. J'ai attendu quelques jours après ma conversation avec Leroy, pour donner à Céline le temps d'atteindre le bon niveau d'angoisse.
Quand je suis entré dans l'appartement avec un petit sac de voyage, elle se tenait dans la cuisine. Elle m'a regardé comme on regarde quelqu'un qu'on a presque cessé d'attendre. Les yeux rouges, les mains croisées devant elle, l'attitude typique d'une personne qui s'apprête à implorer. Je me suis assis à table, et j'ai dit « Sers-moi un thé ». Elle m'a servi. Nous sommes restés assis, et elle a parlé longuement, de manière décousue, avec des larmes qui tombaient dans sa tasse. Elle disait que c'était une erreur, que Damien l'avait cherché lui-même, qu'elle était faible et stupide, qu'elle le savait, qu'elle n'aimait que moi, et qu'elle était prête à tout. J'ai écouté, j'ai hoché la tête. Une fois, j'ai recouvert sa main avec la mienne, et j'ai senti comment elle tremblait de tout son corps à ce contact. Elle tremblait de soulagement, d'espoir, et de la fausse conclusion qu'elle en a immédiatement tirée. Je récoltais des informations. Lors de nos discussions du soir, je recueillais soigneusement les détails, sans jamais forcer. Où elle était allée, ce que Damien lui disait, depuis combien de temps cela avait commencé. Elle répondait volontiers, pensant que son honnêteté jouait désormais en sa faveur. Elle ne comprenait pas que chacun de ces mots venait s'ajouter au dossier, que Vincent Leroy avait déjà commencé à monter. En parallèle, autre chose se passait. Sylvie, la comptable de l'entreprise que je partageais avec Damien, une femme sèche et précise, qui ne se trompait jamais dans ses chiffres et ne se permettait aucune émotion superflue, est venue me voir à ma demande. Je lui ai demandé d'examiner certaines transactions des 2 dernières années. Je ne lui ai pas expliqué pourquoi. Je lui ai simplement demandé de regarder attentivement, là où, auparavant, nous ne regardions qu'en surface, parce que nous faisions confiance. Elle m'a rappelé 4 jours plus tard. Sa voix était calme, mais on y décelait quelque chose qui ressemblait à l'indignation contenue d'un professionnel, qu'on a utilisé à l'aveugle. « Monsieur Alexandre, a-t-elle dit, il y a des anomalies systémiques ici. De petites sommes, manipulées très proprement. C'est presque invisible, si l'on ne sait pas quoi chercher. Presque. » Ce mot allait tout coûter à Damien. Je n'avais pas engagé de détective privé pour prouver l'adultère, car ce que j'avais vu de mes propres yeux me suffisait amplement. C'était pour autre chose. En 2 semaines et demie, il a dressé un tableau complet des actifs de Damien Laurent. Un appartement à Paris, une maison de campagne en Normandie, des parts dans une petite entreprise de construction au nom de sa mère, 2 voitures, et un compte bancaire, dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Cet homme, qui me parlait sans cesse de confiance, vivait avec une double comptabilité, dans tous les sens du terme. Il me trahissait dans le lit de ma femme, et autour de la table de notre entreprise commune, en même temps. L'ampleur de cette double trahison était si totale, si géométriquement parfaite dans sa bassesse, que j'ai presque ressenti une sorte de sombre admiration. Puis, ce sentiment s'est dissipé. Il n'est resté qu'une froide lucidité. Le jeudi matin, Vincent Leroy m'a appelé. Sa voix était professionnelle et calme, comme toujours. « Tout est prêt, m'a-t-il dit. Quand est-ce qu'on commence ? » J'ai regardé par la fenêtre le ciel d'octobre au-dessus de Paris. Il était lourd, gris, sans la moindre éclaircie. Puis, j'ai répondu « lundi ». Laissez-les profiter de leur week-end. Laissez-les se sentir en sécurité une dernière fois. Le roi a gardé le silence une seconde, puis a répondu « entendu ». Et j'ai perçu dans sa voix quelque chose de très rare chez cet homme, une nuance de respect, légère et à peine perceptible. J'ai raccroché mon téléphone, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Un petit sourire discret, à peine visible. Le sourire d'un homme qui sait que le plus intéressant est encore à venir. Le lundi a commencé dans le calme. Aucun drame, aucune tension interne que l'on pourrait attendre d'un homme, s'apprêtant à détruire la vie de 2 personnes en même temps. Je me suis levé à 7 heures du matin, je me suis préparé un café, et je me suis rasé avec soin, exactement comme je l'avais toujours fait. J'ai mis le costume gris que Céline appelait autrefois son préféré, et j'ai quitté mon appartement de la Bastille avec ma serviette. À l'intérieur, il y avait un dossier de 4 cm d'épaisseur. 4 cm de papier, 4 cm de secrets volés, rassemblés avec une précision chirurgicale au cours de 3 semaines de silence absolu. À 9h15, Vincent Leroy a déposé les papiers du divorce. À 9h40, un audit de notre accord de partenariat a été initié, sur la base d'une clause que Damien avait signée 4 ans plus tôt, manifestement sans la lire jusqu'au bout. L'article 11, sous-section 7,
écrit en petits caractères, en cas de suspicion fondée d'irrégularité financière, chaque partie a le droit d'initier un audit jury comptable complet, dont tous les frais seront couverts par la part personnelle du contrevenant présumé, jusqu'à la conclusion de l'enquête. Damien était un homme impatient. Il signait toujours rapidement, sans s'attarder sur les détails, considérant que c'était une preuve d'assurance. Ce trait de caractère allait lui coûter très cher, au sens propre du terme. Dès le mardi matin, ses comptes étaient gelés. Je ne l'ai pas appris par le roi, qui m'avait juste envoyé un message laconique à 11h40, exécuté. Je l'ai su par une connaissance commune. Il m'a appelé à l'heure du déjeuner, avec une curiosité à peine dissimulée dans la voix, pour me dire que Damien avait l'air étrange ce matin-là. Je l'ai remercié pour son appel, et je ne lui ai rien expliqué. Il valait mieux laisser le tableau se former de lui-même, petit à petit, pièce par pièce, comme il se doit pour une bonne histoire. L'avocat de Damien a appelé le roi le mercredi. Selon Vincent, l'appel a duré 22 minutes, et ressemblait à la tentative d'un homme essayant d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. Le roi a tout écouté poliment, a accepté d'examiner les voies de règlement possibles, et a raccroché. Puis, il m'a appelé pour me dire, ils ne comprennent même pas la moitié de ce qui les attend. J'ai répondu, qu'ils le découvrent progressivement. Exactement comme ça. Progressivement, sans précipitation, avec le goût d'un homme qui ne va nulle part, tout simplement parce que toutes les portes nécessaires sont déjà verrouillées. Céline a reçu les papiers du divorce le jeudi. Un coursier les a apportés à l'appartement. Dans mon appartement, qui, en vertu de la nouvelle structure juridique, n'avait déjà plus rien à voir avec elle, même si elle l'ignorait encore. Cette information lui est parvenue séparément, 1 heure plus tard. C'est à ce moment-là que le roi lui a envoyé un avis de restructuration de la société holding, au nom de laquelle le logement était enregistré. Le jargon juridique du document était d'une politesse irréprochable, et d'une cruauté absolue. Exactement le langage que doit employer la justice. Elle a appelé 17 fois. J'ai compté. Ce n'était pas par cruauté, mais plutôt par curiosité envers moi-même. Je voulais savoir ce que je ressentirais, en voyant son nom s'afficher sur l'écran, encore et encore. La réponse a été inattendue, presque rien. Ni colère, ni satisfaction, ni douleur. Seulement le sentiment égal et paisible d'un homme, qui a refermé un livre après en avoir lu la dernière page, et l'a mis de côté. Au 18e appel, j'ai décroché. Elle a parlé immédiatement, sans pause et sans dire bonjour, d'une voix aiguë et brisée, « Alexandre, c'est impossible, c'est injuste, je ne savais pas pour l'entreprise, tu n'as pas le droit, ça fait 7 ans que nous sommes ensemble. » J'ai attendu qu'elle reprenne son souffle. Puis, j'ai dit doucement, en articulant bien, « Tu aurais dû y penser plus tôt. » Et j'ai raccroché. Avec la même délicatesse que celle avec laquelle j'avais fermé la porte de la chambre, ce soir-là, avec les roses blanches. Elle n'a plus appelé. Ou peut-être qu'elle l'a fait, mais je ne l'ai pas entendu, car j'ai changé de numéro le lendemain. Avec Damien, les choses se sont passées différemment. 1 mois après le début de tout cela, il m'a laissé un long message vocal. 8 minutes qu'il a passé à faire le chemin entre « je vais tout expliquer » et « tu es en train de détruire ma vie » pour revenir à « parlons-en comme des adultes ». La voix d'un homme qui n'arrive pas à décider ce qu'il veut le plus, le pardon ou la menace. Et qui, au final, n'obtient ni l'un ni l'autre. J'ai écouté le message une fois, je l'ai transféré à le roi avec une brève note pour le dossier, et je l'ai supprimé. Ce fut la dernière chose que j'ai faite, dans le cadre de notre relation. L'accord avec Rousseau, celui-là même qui avait soi-disant échoué et m'avait renvoyé chez moi plus tôt que prévu, a été renégocié par un autre canal, dès les premières semaines. J'ai contacté les partenaires directement, sans intermédiaire. Je leur ai proposé une structure plus claire, et de meilleures conditions. Ils ont accepté avec enthousiasme. Il s'est avéré que Damien, lors des négociations précédentes, avait réussi à leur faire une impression assez douteuse. Le contrat a été signé discrètement, sans annonce officielle, et n'a été rendu public que 6 semaines plus tard, une fois toutes les procédures juridiques terminées. J'ai appris la réaction de Damien par 3 personnes différentes, indépendamment les unes des autres. Toutes les 3 ont utilisé presque les mêmes mots, il a pâli. L'un d'eux a ajouté, il est resté assis à fixer son téléphone pendant 3 bonnes minutes, sans bouger. Je n'avais pas besoin de le voir en personne, il me suffisait de le savoir.
C'est exactement à ce moment-là qu'il a dû comprendre, pour de bon. Pas quand ses comptes ont été gelés, ni quand les avocats ont débarqué. C'est à cet instant précis, en voyant un nom étranger là où le sien aurait dû figurer, qu'il a compris que je n'avais pas simplement riposté à sa trahison. Méthodiquement, calmement, et sans la moindre émotion superflue, je l'avais découpé de mon propre avenir. Comme on découpe un morceau abîmé sur un beau tissu, proprement, en suivant les contours, sans endommager le reste. 6 mois se sont écoulés. La nouvelle entreprise a ouvert ses portes en octobre. Seulement mon nom sur l'enseigne, seulement mes décisions, seulement mes règles. Des bureaux au 5e étage d'un centre d'affaires, non loin des quais, avec de grandes fenêtres et une vue sur la Seine baignée par la lumière matinale. Sylvie a rejoint mon équipe. Je lui ai offert des conditions impossibles à refuser. Quelques anciens partenaires, qui avaient toujours préféré travailler avec moi plutôt qu'avec nous deux, m'ont contacté d'eux-mêmes, au cours des 2 premières semaines. Le monde s'est révélé bien plus petit que Damien ne le pensait, et sa mémoire s'est avérée meilleure qu'il ne l'espérait. Céline, d'après nos connaissances communes, est retournée vivre chez ses parents à Bordeaux. Damien, de son côté, était toujours englué dans une procédure judiciaire et financière qui allait durer des années. Elle dévorait son temps, son argent, et sa réputation, avec la régularité d'un mécanisme parfaitement réglé. Parfois, j'entendais son nom en passant dans des conversations, avec cette intonation prudente que l'on réserve à quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Ou plutôt, quelqu'un qui a eu exactement la chance qu'il méritait. En ce matin d'octobre, j'étais assis dans mon bureau, avec une tasse de café, et je regardais le fleuve. Aucune musique, aucun appel. Il était encore tôt. Juste un silence lumineux et pur, qui ne ressemblait en rien à ce silence de verre, qui m'avait submergé ce fameux soir dans l'entrée, avec des roses blanches entre les mains. Ce silence-là marquait une fin, tandis que celui-ci était un commencement. Sur le coin de mon bureau, il y avait un petit vase contenant cette rose blanche, toute fraîche, achetée le matin même chez le fleuriste. Je les avais achetées pour moi-même, sans occasion particulière, et sans destinataire. Simplement parce que j'en avais le pouvoir, simplement parce que certaines choses ne doivent pas être abandonnées à jamais, au souvenir des autres. Il faut les reprendre, et se les approprier à nouveau. J'ai soulevé ma tasse, j'ai pris une gorgée, et j'ai souri. Sereinement, sans triomphe ni amertume, avec le sourire d'un homme qui a perdu une soirée, mais qui a regagné tout le reste.